Quand on la voit tenir une gargote à Kinkanda, à Matadi, difficile de savoir qu'il y a 6 ans, Dédé Nkonko assurait le protocole de feu le premier président de l'Assemblée provinciale du Congo central, François Kimassi. Elle a pourtant occupé ces postes 2 ans durant. Que des souvenirs. C'est une belle expérience. J'ai beaucoup appris, j'ai connu beaucoup de choses. Et cela m'a permis d'évoluer et cela me permet toujours d'évoluer là où je suis, partout où je vais. J'ai eu à connaître beaucoup de gens, j'ai tissé des relations au niveau provincial, au niveau national et à l'extérieur même du pays. Il y a des gens avec qui nous parlons, nous communiquons, surtout sur Facebook, et qui sont au Texas et par-ci par-là, parce qu'ils venaient voir le président pendant qu'ils étaient ici, c'était de la diaspora. Et au niveau national, j'ai connu des députés, j'ai connu des ministres. Et quand je me rendais des fois à Kinshasa, lorsqu'ils m'envoyaient, j'étais bien reçu. Je suis allée dans des bons hôtels, dans des grands hôtels. J'ai mangé dans des bons restaurants. Et jusqu'à aujourd'hui, nous parlons, nous communiquons, surtout avec l'honorable Konde Vilakikanda, qui est de l'autre côté de l'Est. Mais quand moi j'écris sur Facebook, lorsque je lui écris, je fais un SMS, il me répond. C'est parce que nous avons tissé des relations à partir du président Kimassi. Donc c'était un avantage. Et sorti, voyager un peu plus dans le Bas-Congo, plus de 60 endroits où il est allé, nous étions partis ensemble. On faisait des fois une équipe d'avance. J'ai eu la chance de manger sur une même table avec la première dame du pays. J'ai eu la chance d'être à côté du président de la République au jardin botanique. Donc j'ai eu la chance de voyager un peu plus ici en province. Lorsqu'on s'est rendu peut-être à la présidence ou à Kinshasa, ils avaient leur protocole. Moi aussi, je devais surveiller mon président. Parce que vous voyez, on travaille à côté d'un homme politique. Il y a des normes, il y a des choses qu'il peut manger ou ne pas manger, il faut surveiller. Mais lorsque vous entrez dans une salle, les autres protocoles vous repoussent, il y a un peu de disputes. Et troisièmement, ici même en province, lorsque les gens venaient voir le président Kimassi, ils venaient voir, ils remplissaient des demandes d'audience. Mais vous devez savoir que dans un cabinet politique, on travaille toujours selon l'humeur du chef. Quand il dit qu'il ne va pas recevoir, il ne va pas recevoir. Maintenant, c'est à vous d'avoir un peu plus un mot doux pour dire aux visiteurs ou bien aux gens qui ont demandé à voir le président. Mais des fois, on nous traitait de n'importe qui, des orgueilleuses. Les gens nous parlaient. Lorsque vous lui demandez d'attendre un peu quelques minutes, bon, certaines personnes se croyaient très, très importantes par rapport aux autres qui étaient déjà venus à la salle d'entente. Et on recevait même des injures. Mais ça nous a appris, c'est une petite expérience. Le président Kimassi, c'était un homme très intelligent. Une fois, nous sommes allés à Kassangoulou. La première dame devait inaugurer une école. Et après l'inauguration, nous avons mangé dans la résidence de l'administrateur du territoire. Ensuite, nous sommes allés quelque part avec l'honorable. Il nous a réunis, les membres de son cabinet. Nous étions dans un cercle fermé. Il nous a dit, en politique, on peut vous nommer les soirs et les matins, vous vous réveillez chômeur. Sachez-le qu'aujourd'hui, je vais être président de l'Assemblée, mais demain, peut-être je le laisserai, puis je serai un simple député. Mais c'est à vous maintenant de prendre des dispositions. Et soyez-en sûrs que si vous avez appris quelque chose, vous avez connu quelque chose, vous devez maintenant le mettre en exergue. Partout où vous irez travailler. Vous ne devez pas seulement vous accrocher à moi. Parce qu'aujourd'hui ou demain, je peux quitter. Là, il y avait déjà quelques petits problèmes, l'effervescence des députés qui... Bon. Je me réserve un peu, mais il nous avait déjà prévenu. Mais nous, à notre connaissance, bon, on croyait que c'était seulement des conseils d'un père à ses enfants, comme on dit toujours, les laboureurs et ses enfants. Donc, on croyait que c'était cette citation qui s'est répétée, une récitation qui s'est répétée. Mais quelques jours, une semaine après, il a été déchu de son fauteuil, il a été éjecté de son fauteuil. En arrivant chez lui à la maison le même jour, parce qu'il y avait des militaires qui étaient venus, ils ont désarmé les militaires de l'Assemblée provinciale. Et y compris mon mari aussi, qui était le commandant de la sécurité de l'Assemblée provinciale. Et par après, nous sommes allés à la résidence. Son épouse, maman Clémentine, avait bien dressé cette table. Nous sommes allés pour manger. Nous, on n'arrivait pas à manger. C'était difficile d'avaler quelque chose parce qu'on se disait, que deviendra notre avenir, notre vie de demain. Mais lui, il mangeait calmement. C'était la seule personne qui mangeait très bien parmi nous. Et puis il nous dit, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est interdit au cardiaque.
Et j'ai toujours retenu ces mots. C'est interdit au cardiaque, entre guillemets. Lorsqu'on travaille dans un cabinet politique, on doit savoir que on est là, on fait la chose publique. On travaille pour la res publique, qui est la chose publique. Quand tu auras l'alternance, on sera obligé de déballer, de quitter les planchers, de partir. Et une autre personne viendra pour nous succéder. Alors, on doit toujours prendre des précautions. C'est pour ça que dans la vie, moi je suis manager de formation. J'ai toujours cherché à être polyvalente. Je peux aller dans un hôpital, je vais aller travailler. Je vais mettre en œuvre ce que j'ai appris. Et c'est pour cela quand on est dans un cabinet politique ou dans une institution publique de la place ou quelque chose où vous gérez la chose de l'État, la chose publique, vous devez savoir tôt ou tard, un jour ou l'autre, il y aura un remplaçant. Et il faut toujours préserver les bonnes relations, beaucoup apprendre, écouter beaucoup, parler peu, mener des actions, mais pas beaucoup promettre. Vous pouvez promettre et que vous arrivez à la réalisation, vous ne faites rien et vous serez jeté dans les oubliettes. C'est peut-être ça aussi les problèmes. Quand on est quelqu'un, une personne très haute placée, on promet. À la fin, vous partez et vous ne savez pas réaliser ce que vous avez promis. Et vous serez jeté dans les oubliettes. Mais Honorable Kimas, c'est un monsieur qui n'est jamais jeté dans les oubliettes. Lorsqu'on parle de lui, lorsque quelqu'un parle de lui, tout le monde sent qu'en cette personne, nous avons perdu un baobab. Né à l'Institut médical de Kimpese, Deden Koko fait ses études primaires au camp Kokolo à Kinshasa. Au lycée Louila, elle y décroche son diplôme d'état en littéraire en 1994. La quarantaine, Nkonko détient 2 diplômes de graduat en gestion douanière et en management à l'université Sepomad de Matadi. C'est grâce à ses compétences qu'elle a travaillé aux côtés de Kimas. L'honorable Kimas, c'était un homme politique, un homme qui connaissait les compétences des gens. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs fois quand il était député pour les comptes des MLC. Et dans le cadre de l'Union pour la nation congolaise, et nous nous sommes rencontrés. C'est en ce moment où nous avons commencé à tisser des liens un peu plus rapprochés, des relations professionnelles. Et lorsqu'il est devenu président de l'Assemblée, le même jour où il a été voté, c'est le même jour où je suis allé à l'Assemblée. À l'arrivée de l'Assemblée provinciale, jusque-là, nous étions des personnels d'appoint au départ, parce que c'était une nouvelle institution. Il fallait mettre en place cette institution, avoir des bâtiments, mais au début, on avait juste un bureau. À l'hôtel Led, il y a un petit bureau et la chambre où dormait le président Kimas. Et par après, lorsqu'il y a eu les membres du bureau définitif, l'Assemblée provinciale était obligée de nous nommer. J'étais chargé des archives. Je n'étais pas protocole. J'étais un agent chargé des archives de l'Assemblée provinciale. Mais comme le feu Kimas, lui, il prenait plus la compétence. Il voyait en moi cette compétence-là, il voyait en moi quelque chose de nouveau qu'il pouvait mettre à ses côtés. Voilà pourquoi j'étais tout le temps avec lui, parti en voyage, par-ci, par-là. Et c'est peut-être voilà pourquoi je jouais un peu le rôle du protocole, mais j'ai joué plusieurs rôles là-bas. Formée sur le tas, elle va vite maîtriser le travail. Elle sait aujourd'hui que la prudence est la règle d'or de ces métiers. Un protocole, c'est un homme très très important parce que lui peut glisser un mot, lui peut dire quelque chose. Ou bien c'est une femme, elle peut dire quelque chose. Et c'est tout peut engager un débat ou une dispute. La protocole, lorsqu'elle écoute beaucoup les gens, et elle est là peut-être catalyseur s'il faut dire. Elle est le canal du dehors et du dedans. Ça veut dire des gens qui sont en dehors du cabinet ou en dehors de l'office où il travaille, ou de l'administration, de l'organisation où il travaille, mais elle est catalyseur parce que c'est elle qui fait les ponts, elle relie la masse et le chef. Il arrive des fois, vous allez dans un restaurant ou bien dans une manifestation, le président n'est pas obligé de prendre les repas ou les mets pour manger. C'est à vous maintenant d'aller choisir. Vous devez manger, goûter. Et c'est aussi un risque, c'est un des avantages, c'est aussi un risque que les protocoles peuvent prendre. Lors d'une manifestation, avant que le président puisse manger, lui, il est tenu de manger, de goûter, d'essayer certains repas. Lorsque vous travaillez avec un chef qui a connu un petit problème, bon, heureusement pour nous, ces problèmes n'étaient pas arrivés. Prenons par exemple, on dit qu'il y a un chef qui a été empoisonné. La première à soupçonner, c'est les protocoles. La première personne à soupçonner. Oui, on devait alors être à côté du président
regarder le président, surveiller le président, tous ses mouvements. Des fois, il ne parlait que par des signes. Quand il vous regarde, il sait que, quand il est avec quelqu'un, il vous regarde, il sait qu'il faut faire ceci, cela. Des fois, on s'est promené avec des assiettes, des cuillères, des couteaux, des verres. Face aux préjugés selon lesquels les protocoles femmes sont les concubines de leur chef, Nkonko le rejette. Cependant, elle sait que les femmes sont souvent victimes de harcèlement sexuel. C'est à cela qu'elle les conseille de mettre avant-plan le travail. Ça, ce n'est que normal que les gens disent. Heureusement, la Bible nous dit qu'on parle de vous, qu'on parle de mal de vous, mais qu'on ne vous trouve pas. Certaines personnes, même pas un protocole, même des secrétaires. Les gens croient que les secrétaires, c'est le deuxième canapé de leur chef. Oh, c'est difficile. Nous, on se bat bec-ongle pour avoir un échelon, ou bien pour monter ou pour gravir les échelons. Ça, premièrement. Deuxièmement, les gens peuvent dire, ils disent, mais ce qui est important, c'est de faire d'abord son travail. Quand on fait mieux son travail, même si aujourd'hui on peut te critiquer, mais demain, il y aura toujours la vérité qui va monter surface. Et les gens, même moi, j'ai la chance de travailler avec mon mari. Pendant tous ces temps où j'ai travaillé avec mon mari. Pendant qu'on voyageait avec les présidents, j'ai voyagé aussi avec mon mari. Parce que lui aussi, il assurait la sécurité du président de l'Assemblée. Heureusement pour moi. Mais certaines personnes m'ont taxé, ceux qui me connaissaient, ceux qui ne me connaissaient pas et ceux qui ne me connaissent pas aussi. Ils ont taxé de tout et de rien, mais Dieu aidant, je faisais mon travail. J'étais avec mon mari, accompagné jour et nuit. Et lorsqu'on est avec le président, bon, j'ai eu cette chance-là. Voilà pourquoi je dis que j'avais vraiment une grande chance de travailler à côté de ces vieux baobabs. Les rumeurs, des fois, ça blesse aussi. Oui. Ça vous a blessé? Une ou deux fois, mais heureusement, on ne fait pas attention. Parce que moi, j'ai travaillé avec un monsieur qui ne se fie pas aux rumeurs. Lorsque vous disiez, le président, il y a ceci, il y a cela, lui, il s'en foutait. Et moi aussi, j'ai appris. Au début, je souffrais. Quand quelqu'un me disait, ah, Boti, cabine, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et ça faisait. On était blessés quelque part, des fois stressés. Mais par après, on s'habitue et puis on fait son travail. Et ce qui est important, c'est de faire le travail. Parce que les rumeurs existeront jusqu'à la fin de nos jours. La femme qui est à côté du chef ne doit pas voir en elle ses corps physiques. Il faut mettre la matière grise. Au départ, il faut mettre ta matière grise pour apprendre. Parce que, vous savez, être protocole, ce n'est pas bien de faire des carrières. Vous étiez protocole de celui-ci, de celui-là. Non. Il faut être polyvalente. Pour une femme qui, surtout d'abord, elle doit être polyvalente. Elle doit apprendre beaucoup de choses. Apprendre à communiquer, apprendre à travailler, à écrire, à faire les secrétariats. Parce que être protocole, cela exige beaucoup d'efforts. Alors, il arrivait des fois, vous êtes obligé de lire toutes les lettres qu'il a reçues. Vous communiquez. Vous savez que M. tel a écrit ceci. Là, lui, il fait un briefing dans son petit carnet. C'est à tout moment qu'il faut parler. Alors, pour les protocoles ou les filles dont ils sont obligés des avances de leur chef, de mettre d'abord le travail et de mettre seulement le travail à profit et de ne pas céder. Parce que la femme d'aujourd'hui, pour graver les échelons, elle doit céder. Il faut vraiment... Vous voyez, quand vous ne cédez pas, quand on sent en vous qu'il y a une responsabilité et vous mettez la matière grise en avant tout, les gens vous respecteront. Même s'il va commencer par les avances, mais par après, lorsqu'il comprendra votre but, il vous laissera travailler. Mais qui était la personne de François Kimassi? Le fait honorable Kimassi, c'était un homme, tout d'abord, que j'ai dit un éminent président. C'était un père de famille. C'était un monsieur qui mettait sa confiance, qui ne mettait pas sa confiance à n'importe qui. Il savait choisir les agents. Et il nous donnait des fonctions ou des missions auxquelles on devait remplir. Il ne faisait pas attention à nos fonctions. Il savait qu'avec cette mission, je vais rester avec une telle personne. Il savait jouer comme on joue les jeux d'échecs. Et c'était un homme, c'était vraiment un homme qu'on pouvait, s'il était aujourd'hui, c'était un homme qu'on pouvait consulter tous les jours, ou souvent, comme faisaient d'autres ministres qui venaient de Kinshasa, les consulter. C'était un rassembleur, un homme qui avait besoin, qui avait un sens élevé, et qui avait besoin de la classe montante de Congo. C'est un homme qui s'occupait souvent des étudiants. Il aimait les études, il aimait les gens qui ont étudié. Les gens qui n'ont pas étudié n'avaient pas place à ses côtés. Et il a vraiment beaucoup fait pour l'Assemblée provinciale du Bas-Congo aujourd'hui, pour qu'elle soit cette assemblée qu'on est en train de parler jour et nuit.
Il a organisé des séminaires par-ci, par-là. Il a organisé des séminaires avec les gens de NDI, d'Awepa, de beaucoup de gens. C'est un homme qui a beaucoup fait, qui travaille beaucoup et qui rédigeait ses discours seul. Il pouvait brosser la situation de la province sans consulter un document. Il retenait les numéros. Il avait tous les numéros des gens qu'il connaissait, qu'il côtoyait dans sa tête. Il n'avait aucun nom dans les répertoires de son appareil. C'était un homme expérimenté. C'était un ambassadeur. Il a travaillé dans plus de 36-37 pays. C'est la seule personne qui a rassemblé tous les présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Il a fait venir tous les présidents de toutes les provinces. C'est un homme qui s'est vraiment débattu pour avoir la rétrocession de 40%, qui lui a permis même de faire venir les présidents de toutes les assemblées provinciales de la RDC. Et il a été taxé de tout et de rien. Mais c'est un homme qui voulait pour le bien-être. Il voulait que les Bas-Congo soient un Eldorado de paix. Pour ne pas broyer du noir après son travail de protocole, elle tient un petit restaurant de fortune. Présidente des vendeuses de Nzanza, Dédé sensibilise les femmes. Les femmes vendeuses de pondou, de piments, de tomates, je suis avec elles chaque jour, souvent, tous les samedis, surtout que je prêche au marché Nzanza tous les samedis. Et c'est vraiment difficile de côtoyer ces femmes, mais j'ai appris plus de 3 ans déjà avec le temps. J'apprends et j'apprends toujours, j'aime apprendre et je suis toujours à la hauteur de mes tâches. S'il faut parler en termes de pourcentage, disons 40% ont étudié et 60% n'ont pas étudié. Alors, rassembler les pourcentages et avoir un peu ces 100% des femmes qui ont des difficultés à communiquer. Mais j'essaye tous les jours, j'amène des gens qui ont un peu plus de connaissances. Pendant nos réunions, ils expliquent. J'ai déjà appelé les avocates, elles sont déjà venues expliquer les droits de la femme. J'ai fait appel aux organismes à expliquer tout ça. Ils ont parlé aussi de la lutte de la femme, tout ça, la femme vivant avec un handicap, comment on peut vivre avec cette femme. Une fois, j'ai fait appel à un monsieur du service de l'hygiène pour qu'ils puissent parler un peu à ces femmes-là. C'était un dimanche. Mais malheureusement, ces gens, quand vous faites appel à eux pour qu'ils viennent parler, ils vous demandent quelque chose en retour. Non, on peut s'en rendre combien? Or, moi, je veux que la femme ne soit pas désinformée. Je veux qu'elle soit informée. Parce que si elle est désinformée, cette femme ne saura pas se prendre en charge. J'essaie de parler. Et dernièrement, j'en ai parlé même au président du marché. Parce que c'est un système, vous voyez, ces derniers temps, les femmes veulent vendre à même les sols. Et heureusement que nous sommes dans la saison sèche. Et lorsqu'il viendra la saison des pluies, et surtout que les reliefs des Nzanza, vous comprenez, l'eau descend de l'autre côté, les femmes vendent à même les sols, c'est vraiment difficile. Mais on explique, celles qui comprennent et montent sur les tables. Parce qu'il y a des tables, on a les marchés bien. Il y a des tables qui sont vides, mais les femmes veulent vendre par terre. Mais au cours de nos réunions, nous essayons un peu de parler, de les tirer un peu des oreilles. Bon, comprenez. Au sein de son parti Renaissance pour le Congo RECO, elle est l'unique femme sur les 11 membres du comité directeur. Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Parce que, tout d'abord, ici en RDC, on est buté devant un problème. Il y a la coutume, il y a la pauvreté, il y a des gens qui ne croient pas à la femme, il y a la femme elle-même qui est l'ennemi d'elle-même. Et j'ai vraiment des difficultés, mais des fois comprises, des fois je n'arrive pas à donner mon mot. Mais lorsqu'on a, c'est pour ça que j'ai toujours conseillé aux femmes, lorsqu'on adhère dans un parti politique, on ne doit pas rester sur une même place ou être des femmes qui chantent ou qui crient « Président Aye Tozo Liate ». La femme, lorsqu'elle adhère dans un parti politique, elle doit chercher à exceller. Elle doit exceller de façon à être assise sur une table de décision. Là où les hommes décident, là où la femme doit décider. Mais quand elles adhèrent dans un parti politique, elles chantent pour le président, elles occupent des petits postes. Et moi, en tout cas, je n'ai jamais eu, heureusement pour moi, j'ai toujours cherché à faire un peu plus ce que la femme fait. Et c'est difficile, mais souvent je me mets toujours sur la table de décision avec les hommes. Et nous décidons sur l'essor de notre parti. Quand les gens entendent quelqu'un dire j'ai des ambitions politiques pour eux,
c'est devenir député ou gouverneur. Non, nous pouvons commencer par les tâches. Je peux commencer par les bas. Je vais devenir bourgmestre de la commune de Nzanza. J'ai toujours cherché à devenir bourgmestre de la commune de Nzanza. Pourquoi pas ministre provincial? Pourquoi pas ministre au niveau national? Pourquoi pas ambassadeur quelque part? Pourquoi pas? Donc j'ai des ambitions. Lorsque l'honorable Ekimas était candidat gouverneur en 2006, moi j'étais déjà vice-présidente de PRM, Patriote Résistant Mai, de Kassangou-La Moindre. J'étais la vice-présidente. Donc il m'a déjà trouvé dans le milieu politique. Donc lui il m'a donné un peu du tonus, mais ce n'est pas à cause de lui que j'ai fait la politique. Donc lui m'a trouvé déjà dans la politique. Et voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que la politique, j'ai des ambitions. Voilà pourquoi je suis dans ce monde. Et j'apprends toujours. Je ne suis pas encore une politicienne, je suis dans une école et j'apprends. Voilà pourquoi je suis toujours à côté des grands de ces pays. J'ai la chance de travailler à côté de grands messieurs, de grands députés de ces pays. Des hommes qui font aussi la fierté de Nkongo. Dédé Nkongo, c'est aussi une épouse du capitaine Floribert Pouloulou, ce qui justifie son appartenance à l'association des épouses militaires et policiers du Congo. Dédé tient à l'honneur de ses pères. Au départ, j'étais la secrétaire, rapporteur. Souvent, les épouses militaires sont traitées des femmes qui ne sont pas instruites, des femmes indisciplinées, des femmes qui laissent à désirer, des femmes qui ne savent pas éduquer leurs enfants. Les policiers, ce sont des gens qui sont mal rémunérés. Et nous, si on essaie de se vivre, c'est parce qu'on travaille, on a des à côté par-ci, par-là, mais ce n'est pas tous les policiers. Cette chance n'est pas donnée aux policiers, à tous les policiers. Les femmes des policiers, ce sont des femmes très courageuses. Moi, j'ai toujours crié. Et faire des femmes des policiers, des femmes courageuses, capables de donner ou de dire un mot dans ces pays ou dans cette province, c'est aussi mon cheval de bataille. Ce sont des femmes courageuses. Avec le paix que gagnent leurs maris, elles mettent les assiettes sur les têtes. Elles vont vendre, elles cherchent à ce que les enfants trouvent quelque chose à mettre sous la dent. Pendant que leurs maris sont commis des gardes des hommes politiques, des PDG, des hommes très influents. Mais elles dorment même dehors. Voilà pourquoi je dis toujours aux femmes policières, lorsqu'on adhère dans un parti politique, il ne faut jamais adhérer pour jeter les pannes par terre afin que le président du parti puisse jeter quelques sous. Nos militaires sont apolitiques, mais nous faisons la politique. Nous sommes obligés aussi de faire. Parce que même si on ne fait pas la politique nous suivra. On est toujours sous l'emprise de la politique. Quand elles adhèrent, qu'elles acceptent ou bien qu'elles fassent en sorte qu'elles occupent des postes très importants pour faire porter aussi sa voix. Celle qui connaît la souffrance des femmes des policiers, c'est la femme policière, tout comme moi. Mais ce sont des femmes, ce sont aussi des éducatrices. Le malhonneur que vous voyez, lorsqu'on est dans un camp, on a des petites maisons trop étroites, on est des voisins qui n'ont pas une bonne instruction, qui n'ont pas une bonne éducation. Des fois, les enfants, ils jouent ensemble, ces enfants deviennent des boyaux, des bandits, et les gens crient « Baba policier, Baba voyou », mais les gens ne comprennent pas la souffrance d'une femme ou la souffrance d'un enfant, d'un policier. Lorsqu'un policier meurt, qu'est-ce qu'on nous donne? Nous n'avons même pas un statut. Qu'est-ce qu'on donne à la femme qui a perdu son enfant ou son mari? Des femmes policières, des veuves qui sont des policiers, qu'est-ce que l'État leur donne? Et avec quoi elles vont faire instruire leurs enfants? Il n'y a rien. Demandez aux femmes qui ont perdu leur mari, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Qu'est-ce que l'État fait pour elles? Voilà pourquoi j'ai toujours dit que la femme, la vie des couples de policiers ou la femme d'un policier ou l'enfant d'un policier, c'est mon cheval de bataille. Je vais en faire en sorte qu'une fois que j'ai affranchi, que je suis une femme très très importante à la portée de ces pays, que cette femme trouve son rôle, que cette femme soit bien rémunérée, que cette femme soit prise en charge. Et qu'on vote des lois même. Pourquoi pas qu'on vote des lois sur le statut des femmes des policiers ou des enfants des policiers. Dédé Nkongo est mère de 4 enfants. Ces derniers portent des noms qui démontrent son éducation chrétienne. Je suis parmi les femmes qui ont connu la stérilité primaire. Donc je me suis mariée à 23 ans. J'ai eu ma première fille à 30 ans. Vous voyez, elle a maintenant 10 ans aujourd'hui. Et de la stérilité
à avoir un enfant, il y a une étape qu'on a franchie. Voilà pourquoi quand on parle d'exode, exode étymologiquement veut dire sortir des. Donc nous sommes sortis de la stérilité et maintenant nous avons des enfants. Voilà pourquoi j'avais donné le nom de ma fille Exode. Mais c'est toujours d'un commun accord avec mon mari parce que je suis femme mariée. Et la Bible nous recommande, même si vous devez faire quelque chose, que ce soit d'un commun accord avec les maris. Et mon mari était d'accord avec moi. La deuxième fille, c'est Esdras parce qu'elle a été une prophétie. La prophétie s'est accomplie. Et la troisième fille, c'est Réalité. Réalité, pourquoi? Réalité, c'est un nom que nous avons donné parce que de l'Assemblée provinciale au chômage, nous avons travaillé des étapes très difficiles que je ne saurais pas vraiment énumérer, mais dis-moi, lorsqu'on nous a chassés de l'Assemblée provinciale, parce qu'on nous a chassés, on nous a écrit pour nous dire que vous ne faites plus partie de l'Assemblée provinciale. Les lettres nous étaient parvenues à la maison. Les matins, on a frappé à la porte pour me remettre une lettre en disant, on a écrit, vous ne faites plus partie de l'Assemblée provinciale. Au moment où j'étais grosse déjà, lorsque le président est parti, j'étais grosse. Et on m'a chassée. On nous a chassés de l'Assemblée provinciale. Mon mari, un mois après, mon mari aussi m'a suivi parce que lui aussi, il avait reçu une lettre. Bon, ils ont écrit ce qu'ils avaient écrit. Heureusement, lui, c'est un militaire. Dieu a fait grâce, il est retourné chez lui au bataillon. Mais moi, je suis restée à la maison. Nous avons traversé des étapes très, très difficiles. J'ai perdu mon père, mon mari a perdu son père. On était buté devant un problème de loyer. Lorsque nous sommes partis de l'Assemblée, on avait 1 ou 2 mois de retard de paiement. On n'avait pas encore payé à l'Assemblée provinciale. Nous étions impayés et on nous a fait sortir de l'Assemblée. Nous sommes allés au chômage avec une grossesse. Un mari qui va souvent à l'inspection rester sous l'arbre sans rien faire. Des enfants qui devaient reprendre les études, les écoles. C'était juste à la rentrée scolaire. Nous avons travaillé des périodes très très difficiles. Nous avons affronté des réalités telles que nous avons vendu beaucoup d'histoires. Et cette situation nous a donné, grâce à cette situation, c'est une expérience aussi. Voilà pourquoi j'ai nommé ma fille Réalité de la vie. Et quelques jours même avant la mort de l'honorable Kimasi, il m'avait donné même une petite somme pour donner cette réalité parce qu'il connaissait ma fille. Lorsque je l'ai enfantée, j'ai parlé de lui, j'ai parlé aussi de son nom. 6 jours avant sa mort, disons, parce que je suis allée à Kinshasa, j'ai eu à les rencontrer quelques jours avant sa mort. Et espoir, lui c'est l'espoir. J'ai encore l'espoir tant que je ne suis pas morte. J'ai mes 2 bras, mes 2 jambes, j'ai ma tête, ma matière grise que je mets souvent en exergue. J'ai l'espoir, voilà pourquoi mon dernier fils s'appelle Espoir. En tant que mère, tout d'abord j'ai des problèmes à concilier mon travail, mon foyer, mais je suis manager de formation. Un manager doit avoir une organisation. C'est vraiment un organisateur. Moi, je m'organise. Malgré que je ne suis pas très souvent avec mes enfants, mais du moins, j'essaie un peu de conseiller mes enfants. Et comme nous dit la Bible, enseigne les enfants sur le chemin qu'ils doivent suivre, parce que lorsqu'ils grandiront, qu'ils ne s'en détournent pas. Je dis toujours à mes enfants de mettre Dieu au milieu de toutes choses. Et j'ai fait en sorte que mes enfants soient bien instruits, bien éduqués. Parce que vous savez, dans la vie, lorsque vous donnez tout à vos enfants et vous ne donnez pas l'instruction à vos enfants, ni la morale, ces enfants ne feront pas grand-chose. Et vous risquerez même que votre nom soit, ou les noms de vos enfants soient jetés dans les oubliettes. J'enseigne toujours mes enfants, je cherche leur bien-être, qu'ils aient une bonne morale, l'instruction, et c'est tout. Ils n'ont pas beaucoup de jouets du monde, ils n'ont pas beaucoup de choses. Ils ne vivent pas comme vivent d'autres enfants, mais du moins ils connaissent Dieu. Et j'ai fait en sorte que ces enfants soient bien instruits. Et je les conseille toujours de suivre mon exemple. Je dis souvent, moi si je travaille aujourd'hui, c'est parce que j'ai étudié. Si vous étudiez, vous allez travailler, vous allez acheter beaucoup de choses. Et ma fille me dit, ah c'est vrai, je vais étudier pour avoir beaucoup de talents et beaucoup de rouge à lèvres et devenir docteur vétérinaire. Vous voyez une fille déjà qui dit qu'elle veut devenir docteur vétérinaire. Vous comprenez que cet enfant maintenant commence à avoir un peu plus la vie de loin, ou à 85%. Et Coco, merci d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir reçu aussi.